Bonjour, je suis Martin Liederman, cofondateur de l'organisation One World, One Vision. Il y a plus de 10 ans, mon associé et moi-même, lors d'une mission chirurgicale au Belize, avons fondé One World, One Vision afin de former des ophtalmologues locaux et, ce faisant, d'étendre notre champ d'action. Nous avons réussi et, depuis, notre organisation s'est rendue dans de nombreux pays et a démontré le succès de nos idées. Nous avons ajouté des anesthésistes et des intensivistes pédiatriques à la mission afin de former des médecins locaux et de rendre l'expérience chirurgicale de nos patients plus sûre. Depuis, nous avons réalisé que le paradigme d'un patient, d'un étudiant et d'un chirurgien, bien qu'efficace, ne pouvait pas répondre aux besoins. Des dizaines de millions d'enfants et d'adultes souffrent de strabisme et d'amblyopie. Nous avons donc décidé de soutenir et de promouvoir un cours vidéo sur le strabisme et l'amblyopie et avons demandé au Dr Bert Kouchner d'élaborer un programme d'études et de recruter des experts internationaux pour donner des conférences. Nous avons stipulé que le cours devait être traduit en plusieurs langues et distribué gratuitement dans le monde entier aux chirurgiens ophtalmologistes. Nous sommes particulièrement reconnaissants à nos anciens patients et amis qui ont apporté le soutien financier nécessaire pour que notre rêve devienne réalité. Nous sommes ravis que le Dr Kouchner ait accepté de relever le défi et nous espérons que vous trouverez les conférences à la fois stimulantes et éducatives et que vous les partagerez avec vos collègues et vos étudiants. C'est ainsi que, sans plus attendre, je vous présente le Dr Bert Kouchner. Bienvenue aux téléspectateurs dans Un monde, une vision. Un cours complet sur le strabisme. La conférence d'aujourd'hui porte sur le syndrome du strabisme spécial. Si vous êtes nouveau dans cette série, je suis heureux que vous soyez là. Si vous êtes un habitué, j'espère que cela signifie que cette série vous a été utile. Je m'appelle Bert Kouchner et je suis le modérateur de cette série. Je suis ravi de vous présenter l'oratrice d'aujourd'hui, Linda Dagji. Le Dr Dagji est professeur agrégé d'ophtalmologie à la Harvard Medical School. Elle est directrice du service de strabisme pour adultes et consultante auprès de l'équipe crânio-faciale. Elle est titulaire de la chaire de la Fondation d'ophtalmologie de l'hôpital pour enfants et elle est particulièrement impliquée dans la recherche de techniques chirurgicales innovantes pour la gestion du strabisme complexe et s'intéresse tout particulièrement à la crâniosynostosie. Elle a formé 50 boursiers et rédigé plus de 75 publications. Elle est également l'ancienne présidente du groupe de travail sur le strabisme chez l'adulte de la POS et a été la première femme élue membre de l'Association pour la recherche sur le strabisme, également connue sous le nom de Squint Club. Je ne vois personne de plus qualifié ou de mieux informé pour donner cette conférence et j'ai le plaisir de laisser la parole au Dr Dagji. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler des syndromes spéciaux du strabisme et je vous remercie de m'en donner l'occasion. Les sujets que nous allons aborder aujourd'hui sont le syndrome de Duane, le syndrome de Brown, la fibrose congénitale des muscles extraoculaires, le syndrome de l'œil lourd, le strabisme postbuccal et le strabisme lié à la crâniosynostosie. Le syndrome de Duane. Qu'est-ce que le syndrome de Duane? Il s'agit d'une forme de désinnervation congénitale, de désinnervation ou d'erreur de câblage du 6e nerf crânien et parfois du 3e nerf crânien, ce qui a un impact sur les fonctions du droit externe et du droit interne. On considère généralement qu'il existe 3 types de syndrome de Duane. Il y a le syndrome de Duane ésotropique ou syndrome de Duane de type 1, avec une limitation notable de l'abduction. Le syndrome de Duane exotrope ou syndrome de Duane de type 2 avec limitation notable de l'adduction. Enfin, il y a le type 3 qui présente une limitation importante de l'abduction et de l'adduction. Le syndrome de Duane ésotropique est la forme la plus courante et la plus typique. On observe un sous-développement du 6e nerf crânien qui apparaît parfois comme absent à la neuroimagerie
avec une mauvaise connexion de ce nerf aberrant au droit interne ainsi qu'au droit externe. L'abduction est limitée, ce qui ressemble à une paralysie du sixième nerf, mais il y a aussi une co-contraction des droits internes et externes pendant l'adduction, ce qui provoque une sorte de rétropulsion ou de rétraction du globe. À quoi cela ressemble-t-il? Vous pouvez voir dans la diapositive du haut que ce monsieur a un syndrome de Duane de l'œil gauche. L'œil gauche n'est pas en abduction. Vous pouvez le voir sur l'image la plus éloignée. Au centre, il est presque orthophorique, mais encore un peu ésotrope. Vous pouvez voir qu'il y a une rétraction ou une rétropulsion de l'œil gauche lorsqu'il regarde vers la droite, ce qui donne l'impression que l'œil est plus petit. Il est parfois plus facile de voir cette rétropulsion si l'on penche la tête vers le bas et que l'on regarde les deux yeux d'en haut. Ici, il tourne la tête vers la gauche. Les yeux regardent à droite pour permettre la fusion et vous pouvez apprécier sa rotation de tête sur la photo du bas. Vous pouvez également observer un mouvement d'élévation ou dépression lorsque l'œil tente d'entrer en adduction. Et vous pouvez voir dans la diapositive gauche en haut que l'œil gauche s'élève ou se redresse lorsqu'elle tente d'entrer en adduction. Quel est le traitement du syndrome de Duane qui est ésotropique? Pour les ésotropies inférieures à 25 dioptries prismatiques en primaire, je procède habituellement à une récession du droit interne ajustable avec une transposition du droit supérieur augmenté au droit externe. Pour les ésotropies plus importantes, entre 25 et 50 dioptries, je réalise habituellement des récessions bilatérales ajustables du droit interne en passant par l'œil non impliqué, plus une transposition augmentée du droit supérieur. Lorsque vous transposez le droit supérieur vers le latéral, vous devez couper le frenulum avec une fibre reliant le droit supérieur au grand oblique en dessous. Si vous ne le faites pas, vous tirerez sur le grand oblique avec la transposition, réalisant en même temps une sorte de harada ito, ce qui n'est pas souhaitable. Notez que l'augmentation peut être graduelle. Vous pouvez voir sur l'image ci-dessous qu'il y a 3 sutures supplémentaires. Je les place dans ce cas à probablement 6, 8 et 10 mm derrière, le droit supérieur et le droit externe. Lorsque j'attache la suture à 6 mm, celui le plus proximal et le plus proche de la cornée, si vous voulez, vous obtiendrez un degré modéré d'augmentation. Vous obtiendrez une augmentation plus importante si j'attache celui qui se trouve à 8 mm en arrière et encore plus si j'attache celui qui se trouve à 10 ou 12 mm en arrière. Plus vous augmentez cette transposition vers l'arrière, vous obtiendrez une plus grande abduction, mais vous risquez aussi un impact possible sur l'alignement vertical de l'œil ou un impact sur la torsion. J'aime faire cela de manière graduelle et ajustable, car dans la salle de réveil, si j'ai une trop grande limitation de l'élévation ou un problème de torsion, je pourrais glisser la mascotte et couper l'augmentation à 10 mm, ne laissant que cela à 6 et 8. Il existe un moyen d'ajuster cette augmentation. Dans certains cas de syndrome de Duane, vous obtiendrez une ésotropie plus importante et lorsque vous avez plus de 50 dioptries prismatiques et que vous avez une très grande rotation de la tête, vous pouvez envisager une récession ajustable du droit interne ainsi qu'une transposition de type Nishida du droit supérieur et du droit inférieur vers le côté latéral. De cette façon, vous pouvez réaliser une transposition épargnant les vaisseaux des deux droits verticaux, ce qui vous permettra d'atteindre votre objectif. La puissance d'une transposition du droit supérieur, SRT, ou d'une transposition de type Nishida vers le latéral est toujours plus grande si le droit externe est tendu, car il s'agit alors d'un muscle ferme et la transposition est vraiment très forte. Si le droit latéral est très faible et qu'il y a eu une désinnervation complète, la puissance de la transposition est toujours un peu plus faible. Voici un outil de Duane en haut, avec une abduction de -5 de l'œil droit. Vous pouvez voir sur la rangée supérieure de photos une rétropulsion avec adduction. Voici le même patient. Post-récession bilatéraux des droits internes et transposition du droit supérieur de l'œil droit augmenté. Vous pouvez voir qu'il a maintenant une certaine capacité d'abduction de l'œil droit. Sur les images les plus à gauche, on peut voir une belle rétropulsion primaire un peu moins importante, mais une bonne vision binoculaire simple. Voici comment vous pouvez utiliser ces procédures pour réduire la rotation de la tête ou le torticolis oculaire. Voici des photos avant et après d'un adulte et d'un enfant, tous deux traités par récession du droit interne et transposition du droit supérieur pour le syndrome de Duane. Sur la photo de gauche de l'homme, vous pouvez voir dans la série de photos du haut, série de photos, il ne peut pas abducter l'œil droit. L'abduction est presque de -6.
Ici, il y a une récession du droit interne et un SRT en bas, avec une perte de la rotation de la tête. Sur les diapositives du bas, vous pouvez voir que l'œil gauche de cet enfant ne peut pas être abducté. La limitation n'est pas aussi importante que chez l'adulte, mais le voici avec beaucoup d'améliorations après une récession du droit médial et une transposition du droit supérieur augmenté. Que peut-on faire en cas d'abduction et de rétraction? Il y a plusieurs possibilités. On peut reculer ou diviser en Y le droit externe, ce qui peut résoudre le problème de l'upshoot ou du downshoot. Parfois, cela se produit à cause d'une sorte de clignotement de l'œil. Si le droit externe est très serré et que l'œil essaie d'entrer en adduction, il se retournera en quelque sorte vers le haut ou vers le bas. Donc, si vous avez un droit externe très serré et que vous pouvez presque sentir ce clin d'œil sous anesthésie générale, il s'agit d'une excellente procédure. Si ce n'est pas le cas, je constate parfois que l'affaiblissement du petit oblique, même s'il n'est pas pratiqué habituellement, peut être utile. Voici un cas où une myoectomie du petit oblique et des récessions des deux droits internes ont été effectuées, et vous pouvez voir qu'il y a vraiment une réduction dans la série de photos la plus à droite de cette prise de vue. Qu'en est-il du XT de Dwan? Dans ce cas, la fonction du droit externe reste assez bonne, mais il y a toujours une co-innovation du droit interne, ce qui réduit la fonction du droit interne ou la capacité d'adduction. Ici, vous pouvez voir que l'œil gauche de ce patient présente une exotropie et que sur l'image la plus à gauche, il ne peut pas se déplacer. Ces cas sont souvent traités par une récession du droit externe. Le cas présenté ci-dessous illustre une réduction de la limitation de l'adduction et la perte de l'élévation. Avec une grande récession du droit externe, le patient a été intentionnellement laissé en sous-correction, de sorte qu'il n'a pas une très bonne adduction de cet œil. Pour éviter une diplopie symptomatique, dans le regard gauche, j'ai constaté que chez ces patients atteints du syndrome de Duane, s'ils sont binoculaires, ils s'habituent à une zone de vision double d'un côté ou de l'autre dans le regard à gauche ou à droite. Et parfois, ils n'apprécient pas la correction complète de la limitation en position primaire si cela leur donne une zone de diplopie dans deux directions différentes, à la fois dans le regard à gauche et à droite. C'est ce qui m'a mené à réfléchir lorsque j'ai planifié une intervention chirurgicale. Voici un syndrome de Duane de type 3, avec une mauvaise abduction et adduction de l'œil droit. Si vous regardez ces photos, vous verrez que l'œil droit ne regarde pas beaucoup vers l'intérieur ou vers l'extérieur, ce qui lui donne une exotropie dans le regard gauche et une ésotropie dans le regard droit. Vous pouvez envisager une intervention chirurgicale sur l'œil contralatéral pour réduire l'asymétrie de la vision, mais dans de nombreux cas, aucune intervention chirurgicale n'est pratiquée car les patients conservent un torticolis minime, révélant rarement leur désalignement aux autres. Ils ont tendance à tourner davantage la tête et s'ils sont binoculaires, on peut vraiment compter là-dessus et les autres ne voient pas souvent ce type de déformation. Passons maintenant au syndrome de Brown. Le syndrome de Brown est une restriction mécanique de l'élévation en adduction, souvent accompagnée d'un torticolis secondaire qui fusionne. Et si vous avez un enfant atteint du syndrome de Brown avec un torticolis oculaire, je veux vraiment que les parents surveillent ce torticolis et s'assurent qu'il reste. Si l'enfant ne présente plus de torticolis, il a probablement perdu la fusion binoculaire et il est un peu tard pour intervenir en termes de tentative de maintien de la fusion binoculaire. J'aime donc ce torticolis oculaire. Ils maintiennent leur zone de fusion. Dans les cas primaires, on considère qu'il s'agit d'un syndrome de la gaine du tendon supérieur. C'est encore assez mal compris, mais il y a quelque chose qui limite le mouvement du grand oblique à travers l'échancrure. Dans les cas secondaires, il peut y avoir une restriction mécanique de l'élévation en adduction due à un kyste orbital dans cette région ou à des tumeurs dans cette région. Elle peut être iatrogène à la suite d'une opération d'autolaryngologie via les sinus, créant un tissu cicatriciel dans le fornix supranasal ou frappant réellement le grand oblique. Traitement, cas congénitaux. Tout d'abord, de nombreux cas s'améliorent avec le temps sans traitement. Je n'ai pratiquement jamais vu un cas de syndrome de Brown grave s'améliorer avec le temps, mais j'ai certainement vu des cas de syndrome de Brown moins importants s'améliorer avec le temps. Il est également intéressant de partager avec les parents le fait que lorsqu'un enfant est très jeune, il regarde souvent vers le haut pour voir les adultes. Mais lorsqu'il grandit, jusqu'à l'adolescence, il regarde rarement vers le haut. Ils ont tendance à regarder les autres en face, et les autres ne remarqueront pas autant cette déformation. Comme le traitement comprend une forme d'affaiblissement du grand oblique, j'aime souvent retarder le traitement jusqu'à la fin de l'enfance pour éviter la diplopie et, plus important encore, pour éviter la suppression de la position de lecture ou du regard vers le bas. Il ne faut pas que l'enfant souffre d'une paralysie du grand oblique dans une forme différente de torticolis oculaire et d'une forme de diplopie dans une zone où il se trouve le plus souvent, c'est-à-dire en position de lecture ou de regard vers le bas, pour descendre les escaliers, faire du vélo ou jouer avec ses Legos.
En attendant, vous pouvez les mettre sous anesthésie au cabinet et essayer un test de traction exagérée. Il s'agit de saisir l'œil à l'aide d'un forceps et de le pousser en élévation et en adduction. Parfois, s'il y a quelque chose de mineur qui bloque cette capacité, vous pouvez briser une sorte de limitation tractionnelle, peut-être un morceau de tissu cicatriciel, une fibre semi-typique, et les guérir du syndrome de Brown. Si vous opérez, j'envisage généralement une récession du grand oblique ou une ténotomie du grand oblique avec un espaceur de suture ou une ténectomie postérieure partielle du grand oblique. En d'autres termes, je préfère procéder à une forme d'affaiblissement graduel du grand oblique. Dans les cas de Browns-Graves, on peut envisager une ténotomie complète LDU grand oblique, mais il est préférable de procéder en même temps à une myectomie du petit oblique, sinon vous verrez rapidement l'impact d'une paralysie complète du grand oblique au cours de l'année qui suivra. Comment fonctionne la technique de l'espaceur de suture ajustable? Il s'agit d'isoler le grand oblique par voie supranasale. Vous allez placer 2 sutures de 5,0 mersaline à quelques millimètres d'intervalle dans ce quadrant supranasal. Vous réaliserez une ténotomie complète. Vous attacherez les extrémités à l'aide d'un nœud coulant réglable et j'utilise le nœud coulant coulissant pour optimiser la longueur de l'entretoise. Les longueurs d'espacement sont généralement comprises entre 2 mm, ce qui est très petit. Je n'en ai jamais fait d'aussi petite, et d'environ 7 mm. Je trouve qu'environ 4 mm conviennent dans de nombreux cas et une fois que je l'ai placé à cette distance avec une sorte de nœud coulant réglable, je vais ensuite tester l'œil avec déduction sous anesthésie et je m'assure que j'ai résolu la majeure partie du syndrome. Si vous constatez que vous avez complètement résolu le syndrome de Brown et qu'il n'y a pas de tension du grand oblique, l'écarteur est trop long. Vous allez bientôt voir l'impact de cette procédure non graduée comme une ténotomie complète. Vous devez donc avoir une certaine tension dans cette zone. Vous remarquerez probablement une sous-correction après l'opération, mais cela disparaîtra facilement au cours de l'année suivante, car en réduisant le tonus du grand oblique, l'hyperaction du petit oblique disparaîtra. Le petit oblique commencera à s'hypertrophier et vous obtiendrez une meilleure élévation en adduction au fil du temps. Voici le cas d'un Brown gauche traité par une ténotomie du grand oblique avec un écarteur représenté sur le côté gauche. Vous pouvez voir que l'œil gauche ne s'élève pas bien en adduction. Et la voici un bon nombre d'années après la ténotomie du grand oblique avec un écarteur, avec une fonction du grand oblique vraiment normalisée et pas de torticolis oculaire. Cela fonctionne-t-il toujours? J'ai réalisé une étude dans notre département sur les ténotomies graduelles, en pensant que les ténotomies graduelles comparées aux ténotomies complètes du grand oblique permettraient d'éviter la paralysie du grand oblique, mais aussi de réduire le risque que c'est en fait une affirmation exagérée qu'elle libère le Brown chez 90% des patients. Cependant, si l'on regarde sur une dizaine d'années, environ 30% d'entre eux développeront des signes de paralysie du grand oblique et un type différent de torticolis oculaire pour bien fusionner en primaire. Et j'ai découvert que pour réduire le risque de développement d'une paralysie consécutive du grand oblique, il est préférable d'opérer si l'hypotropie dans le regard du côté affecté est supérieure à 16 dioptries prismatiques. En d'autres termes, si l'hypotropie est minime dans le regard du côté affecté, vous allez induire une paralysie du grand oblique, mais si vous avez une hypotropie assez importante dans le regard latéral affecté, vous ne le verrez probablement pas, et cela reflète probablement le fait que dans ces cas, avec une hypotropie plus importante dans le regard latéral, vous commencez avec un grand oblique en suractivité, et vous pouvez donc vous permettre de perdre un peu de ce tonus. Brown's quiz. Il peut être utile de scanner pour détecter un kyste ou une masse dans la trochlée. Vous pouvez envisager une injection de stéroïdes si vous pensez qu'il s'agit d'un kyste inflammatoire, dans un tiers des cas. Vous pouvez également envisager une chirurgie du grand oblique, mais il est essentiel de comprendre que le patient qui n'a jamais eu de problème avec la fonction du grand oblique va bénéficier d'une forme d'affaiblissement de l'oblique supérieur. Il est préférable de s'assurer que l'on comprend la cause primaire et de la traiter si cela est possible. Ces problèmes ont plus de chances de se résoudre s'ils sont inflammatoires ou s'ils proviennent d'un kyste. Enfin, un syndrome de Brown congénital léger peut n'être remarqué par les parents que plus tard dans l'enfance, lorsque l'enfant évite le champ de la diplopie. Il arrive donc que des cas soient considérés comme acquis alors qu'ils ne le sont pas du tout. Passons maintenant à un nouveau sujet, les troubles de dysinnervation crânien congénitaux. Vous pouvez voir sur cette photo que ce patient présente une ptose bilatérale et le menton vers le haut. Vous pouvez l'apprécier en regardant la sieste. Il existe donc de nombreux troubles congénitaux de dysinnervation crânien. Voici un arbre généalogique et les membres de la famille atteints de Céphiomie, qui est une forme très courante,
Elle est due à une mutation hétérozygote faux sens du kyphe d'Exissa qui modifie ce qu'on appelle la kinésine. Et dans ces cas, on observe presque toujours une absence ou un sous-développement de la division supérieure du nerf oculomoteur en raison de l'installation d'un mauvais guidage de cette branche. Comme il s'agit de la division supérieure, on obtient une hypotropie, parce que la division inférieure fonctionne toujours, une exotropie et un ptosis que l'on retrouve chez tous les membres de cette famille. Vous pouvez vraiment apprécier cette très grande posture du menton vers le haut de l'enfant, montrée à droite. Ces problèmes peuvent être très difficiles à traiter. Voici un enfant de 17 ans. Après 17 ans de tentatives pour réduire cette hypotropie, cette exotropie et cette ptose extrême. Ce patient a été traité par l'un de mes partenaires et avait été traité dans de nombreux autres établissements avant les premières tentatives à l'hôpital pour enfants. Il a subi de multiples récessions et myotomies en Z du muscle droit inférieur, des ténotomies bilatéraux du grand oblique et des résections des releveurs, les ténotomies du grand oblique pour se débarrasser du dernier tonus infrocif et les résections du releveur, bien sûr, pour la ptose. De multiples récessions et des injections de botox dans les droits externes et finalement myectomie du droit externe de l'œil droit et résection du droit interne, du plus mauvais côté. Finalement, il a montré sur la photo de droite un strabisme résiduel minime, mais un mouvement minime des yeux, à la fois en position primaire et avec une réduction suffisante de la ptose. Mais ces cas peuvent être très difficiles à traiter. Lorsque nous avons examiné un groupe de ces cas et tenté de résumer notre expérience, nous avons constaté que, d'un point de vue chirurgical, il faut procéder à des procédures d'affaiblissement bilatéral profond du droit inférieur, à des récessions de plus de 12 mm, parfois même à une fixation périostée des droits inférieurs, des myectomies ou des amyotomies des muscles, et parfois ajouter des résections du droit supérieur. La plupart des patients doivent également subir des ténotomies bilatérales du grand oblique afin d'éliminer l'hypotropie et de réduire l'exotropie souvent observée après une récession du droit inférieur. Qu'en est-il de l'alignement horizontal? De nombreuses forces dynamiques sont à l'œuvre. Beaucoup développent ou ont une exotropie exacerbée après l'affaiblissement du droit inférieur. C'est intéressant. L'intervention primaire entraîne une convergence avec une tentative de regard vers le haut. Donc l'exotropie que vous verrez après la chirurgie est masquée avant la chirurgie car ils convergent avec une tentative de regard vers le haut et elle est définitivement libérée après la récession du droit inférieur. En outre, vous perdez la capacité d'adduction du droit inférieur après ces grandes récessions. Avec la perte du tonus du droit inférieur, le grand oblique est le seul introducteur qui peut aggraver l'exotropie, en tout cas dans le regard vers le bas. Cependant, malheureusement, l'affaiblissement grand oblique que vous devez souvent faire pour réduire la dernière petite réduction peut également potentialiser la fonction du petit oblique, aggravant ainsi le XT. Voici votre sphéométrie. Ou votre classe de mutation tubuline. Ils ont une tubuline bêta anormale, une altération du développement et du guidage axonal, avec également une absence ou un sous-développement de la division supérieure du nerf oculomoteur. Il y a donc un certain chevauchement, mais ils ont un impact plus global. Ils sont souvent autistes, présentent une paralysie faciale, des vomissements cycliques, d'autres neuropathies, alors que les CFIOM-I n'ont généralement pas ces autres caractéristiques neurologiques. Vous pouvez voir ici, dans l'imagerie présentée, l'imagerie IRM, le droit supérieur et la région du releveur ont des corps musculaires beaucoup plus petits que les droits externes, internes et inférieurs. Voici le garçon CFE homme 3, un garçon de 8 ans qui a souffert de strabisme toute sa vie. À l'âge d'1 an, il a subi une intervention chirurgicale, des récessions bilatérales du droit externe pour une récession du grand oblique de 10 mm, et son alignement n'a pas changé selon les parents, et il a été diagnostiqué à l'extérieur avec le syndrome de Moebius. Ce n'est pas surprenant avec ce mouvement très limité des yeux dans le plan horizontal et avec une paralysie faciale associée. Vous pouvez voir ici à quoi il ressemblait lors de la présentation initiale à l'hôpital pour enfants. Lors de l'intervention suivante, les droits externes ont été transposés sur les bords de l'orbite et les droits internes ont été à nouveau resectés, ce qui lui a permis d'avoir de beaux yeux centralisés, mais relativement immobiles, mais c'est mieux pour l'enfant et pour le contact visuel. Les tubes triés CFE triés doit être pris en ligne de compte en présence d'un autre dysfonctionnement neurologique apparent. Il s'agit d'une caractéristique distinctive importante par rapport au CFE-I. Les patients tubeux ont besoin d'un affaiblissement profond des droits externes combiné à une forme de renforcement ou de résection des droits internes.
Ils présentent une hypotropie moins sévère et moins de patients présentent un désalignement vertical important ou une chirurgie verticale, et plus de patients ont tendance à avoir une kératopathie d'exposition de la cornée. Il convient donc d'examiner attentivement les cornées. Nouveau sujet, le strabisme fixe associé à la myopie sévère, également connu sous le nom de syndrome de l'œil lourd. Strabisme restrictif, acquise observée chez un petit nombre de patients présentant une myopie axiale très élevée. La longueur axiale est généralement supérieure à 30 mm et la myopie est généralement supérieure à 12 dioptries, mais elle peut être inférieure dans certains cas. Une ésotropie mécanique progressive se produit au cours des années chez ces patients et une hypotropie y est souvent associée. Voici un patient présentant un strabisme myopique classique de l'œil gauche. Vous pouvez voir cette très grande ésotropie, une incapacité totale à abducter l'œil gauche. L'œil droit est normal dans ce cas. Krizoc a été le premier à examiner ce cas en 1097 avec l'imagerie haute résolution de 37 patients atteints. Il a noté que le trajet du droit externe était déplacé vers l'inférieur, en moyenne de 3 mm et demi dans l'orbite antérieure et moyenne. Vous pouvez voir sur l'image de gauche que le droit externe montré à droite est placé en position inférieure. Les insertions musculaires se trouvent à l'endroit normal, mais le ventre du muscle se déplace vers le bas, de sorte que l'abduction de l'œil n'est plus très efficace. L'imagerie ne suggère pas que le contact du globe avec les os de l'orbite était responsable de la limitation des mouvements. Au départ, on pensait que ces myopes très élevés avaient de très gros globes bulbeux qui frappaient à la paroi latérale de l'orbite, ce qui limitait le mouvement, mais cette hypothèse a été démentie par la suite. Vous pouvez voir ici en rouge sur l'image à votre gauche 120 degrés montrés, ce qui est la distance typique pour le syndrome de l'œil lourd entre le rectangle supérieur et l'œil inférieur. Vous avez donc un déplacement nasal du droit supérieur et un déplacement inférieur du droit externe associé à une sorte de prolapsus supratemporal du globe, dans ce cas potentiel de syndrome de l'œil lourd. Déplacement supratemporal du globe dans cet espace potentiel. Une fois encore, l'angle moyen entre le droit externe et le droit supérieur sur l'imagerie est d'environ 120 degrés. Si vous travaillez dans une région où l'imagerie IR est facilement disponible, c'est une bonne chose à vérifier. En l'absence d'imagerie, vous pouvez souvent apprécier ce glissement inférieur du droit externe. Dans la salle d'opération, vous constaterez que l'insertion de l'oblique inférieur se trouve au-dessus du bord supérieur du droit externe. Le traitement chirurgical le plus courant pour cette procédure est la procédure de Yokoyama. Il s'agit d'une union musculaire du droit supérieur et du droit externe, et c'est une procédure qui épargne les vaisseaux. Cette union musculaire est créée à 15 mm de l'insertion à l'aide d'une suture en polyester. Je constate qu'il est presque toujours nécessaire de procéder à une récession du droit interne en même temps, car souvent, au fil du temps, le droit interne est devenu assez serré à cause d'un mauvais tonus du droit externe. Cela permet de replacer le globe dans le cône musculaire, ce qui est visible sous anesthésie lorsque l'on réalise cette union musculaire. Cela normalise la direction du droit supérieur et du droit externe. Certains ont utilisé des bandes de silicone pour cette myopexie, ou ont augmenté la myopexie avec des sutures multiples. Et ce sont toutes des options. J'ai trouvé que cela fonctionne très bien avec une seule suture. Ma préférence va donc à la chirurgie d'union musculaire. Elle épargne les vaisseaux, ce qui est très appréciable dans le cas d'un myope élevé. Il n'est pas non plus nécessaire de faire un passage intrascléral, et j'utilise une seule suture, et j'utilise presque toujours une récession du droit interne ajustable. Je constate également que l'aspect sous anesthésie générale et les tests de traction forcée permettent de prédire ce que l'on verra une fois que le patient sera réveillé et que la récession du droit interne sera toujours nécessaire avec une ésotropie primaire de plus de 40 dioptries prismatiques, mais même parfois dans les cas d'ésotropie moindre et toujours dans les cas d'ésotropie plus importante. Voici donc un cas. Le patient présentait une ésotropie de 50 prismes et une hypotropie de 15 prismes. De l'œil droit avait une myopexie de l'anse du droit supérieur et du droit externe, plus une récession du droit médial pour résoudre le strabisme contraignant. L'hypotropie, bien sûr, est due au fait que le droit supérieur est maintenant déplacé au niveau du nez. Ce n'est pas un aussi bon élévateur et votre droit externe est déplacé vers l'inférieur, ce qui augmente le tonus introduisant, le tonus de l'œil. Parlons du strabisme après la pose d'une boucle sclérale pour réparer un décollement de la rétine. Le strabisme peut être de nature sensorielle en raison d'une perte de fusion due à une mauvaise acuité, voire d'une anisoconie ou d'une différence de taille de l'image.
Cependant, il arrive que le strabisme soit simplement mécanique en raison d'un déplacement musculaire au moment du traumatisme, au moment du décollement de la rétine, ou d'un déplacement musculaire dû à la boucle elle-même, avec des changements cicatriciels autour de la boucle. Il y a parfois un enchevêtrement du grand oblique. Le risque de strabisme est beaucoup plus important avec une boucle encerclante qu'avec un matériel radial utilisé pour fixer un décollement, car la boucle ou la bande encerclante passe sous tous les muscles droits. En cas de diplopie de torsion, il faut sérieusement se demander s'il n'y a pas un excès de traction ou de torsion du grand oblique R ou du droit inférieur. Ce sont généralement les principales causes de torsion dans ce contexte. La plupart du temps, je trouve qu'il n'est pas nécessaire d'enlever la boucle pour corriger le strabisme. On peut facilement la contourner. Cependant, il arrive parfois que la boucle se desserre et qu'il faille l'enlever en partie ou en totalité. Vérifiez la sclérotique si vous retirez la boucle, car vous trouverez parfois une zone de scléromalacie et vous devrez protéger l'œil. Dans tous les cas, vous devez consulter un chirurgien de la rétine à l'avance pour comprendre le niveau d'inquiétude concernant le risque de décollement de la rétine dans le cas particulier que vous traitez. Parlons de l'opération d'une boucle. Tout d'abord, vous pouvez retirer une partie ou la totalité de la boucle ou bien faire un recul ou une résection au-dessus de la boucle sans la retirer. Sur cette image, vous pouvez voir des exemples où un segment de la boucle a été enlevé et des sutures de récession placées juste en avant de la boucle près de l'insertion anatomique avec le muscle en retrait à travers la région qui a été enlevée ou en retrait à partir d'une région derrière la boucle. La résection peut être effectuée de la même manière. Je trouve cependant que je peux généralement laisser la boucle en place, ce qui me permet de ne pas avoir à me soucier de la possibilité d'ouvrir le toit de la scléromalacie, et je constate que je peux placer mes sutures soit en avant de la boucle, soit en arrière de la boucle. Et il est intéressant de noter que le muscle prendra sa place et guérira avec les sutures passant simplement au-dessus de la boucle. Il y a un court article vidéo que nous avons fait dans JL Post où cette zone, qui se trouvait sous une boucle avec un pont de tenon existant, présentait une scléromalacie complète. Et dans cet article vidéo qui n'est pas montré ici, vous pouvez voir comment nous avons utilisé une greffe de tissu péricardique pour protéger cette zone de la possibilité d'une rupture du globe en cas de traumatisme involontaire de la zone plus tard. Passons maintenant à la craniosynostose. Tout d'abord, il s'agit d'un trouble très courant. Elle est présente dans une naissance vivante sur 2500. Il s'agit d'une fusion prématurée des sutures crâniennes pendant la grossesse et les premières années de la vie. Il y a une perte de croissance du crâne perpendiculaire à la fusion et une croissance compensatoire du crâne ailleurs. Il s'agit donc d'un cas classique de synostose unicoronale avec une fusion de la suture coronale à droite et une croissance compensatoire du côté gauche du crâne. Front aplati à droite et un œil plus ouvert surélevé et un œil plus fermé à gauche où il y a un bossage frontal et où le rebord orbital supérieur pousse vers le bas sur l'œil. Il existe également une syndromique qui implique des sutures multiples. Voici un cas classique d'aperte avec un crâne imposant et de multiples sutures. Vous pouvez voir sur cette reconstruction à partir de l'imagerie orbitaire à quel point le cerveau était serré contre le crâne, car vous pouvez voir les rugosités du cerveau contre l'os. C'est ce que nous appelons des marques de convolution proéminentes. C'est un signe classique d'une pression intracrânienne élevée, même in utero, produisant ces impressions sur la table interne du crâne. La photo de droite montre l'enfant après la chirurgie de la syndactylie. Souvent, ces enfants naissent avec une sorte de forme de baganté, avec un pouce séparé, et le reste des doigts soudés. Parfois, les 5 doigts sont soudés et ils subissent plusieurs interventions pendant l'enfance pour séparer ces fusions. Les pieds sont également fusionnés. Si vous voyez un enfant avec un crâne étrangement imposant, peut-être un œdème papillaire, un strabisme bizarre et des doigts et des pieds soudés, c'est le syndrome d'Apert jusqu'à preuve du contraire. Le syndrome de Pfeiffer, un autre type de syndrome, se caractérise par une forte rétraction du milieu du visage. On peut voir l'arête du nez et la partie supérieure de la partie inférieure de l'orbite est vraiment repoussée vers l'arrière. Ces patients souffrent très souvent d'apnée obstructive du sommeil, des pouces courts et pointus. Et voici le syndrome de Crouzon, plutôt une synostose bicoronale moins atypique, et les Sater-Hudson, qui ont l'apparence la plus typique, ont souvent un ptosis et des troubles lacrymaux. Ils sont moins nombreux à présenter un strabisme ou une pression intracrânienne élevée.
Le strabisme associé à la craniosynostose est cependant un strabisme en V, quel qu'en soit le type. Le strabisme classique est dû à la rétraction du rebord orbital supérieur, qui accompagne presque toujours synostose coronale, qu'elle soit unilatérale ou bilatérale. Vous avez une rétrusion du rebord orbital supérieur qui augmente la laxité du grand oblique, ce qui donne une sorte de paralysie du grand oblique. Lorsque ces enfants sont traités avec une procédure de grande voûte crânienne, il y a un détachement involontaire de la trochlée au niveau de l'échancrure pendant l'expansion de la voûte crânienne. L'image en bas à gauche montre un cerveau exposé. À droite, vous voyez que l'enfant a été scalpé et que la peau et la dure-mère ont été tirées vers la droite. La flèche pointe vers un œil. Les périorbites sont enlevées et l'encoche est coupée. Et il y a une réinsertion passive du grand oblique après une telle procédure. Tous les enfants ne sont pas traités par ce type d'expansion de la voûte crânienne, mais beaucoup d'entre eux qui ont été traités, et certains continuent à présenter des signes de paralysie du grand oblique. Il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles ces enfants sont grotesques. Ils ont une inclinaison anormale de l'orbite, et dans ce cas, avec cette excyclorotation ou inclinaison anormale de l'orbite, c'est un enfant qui avait une synostose unicoronale, montrée sur le côté gauche de l'image, l'œil droit de l'enfant. Le droit interne élève l'œil par adduction. Le droit externe abaisse l'œil en abduction. Le droit inférieur adduit l'œil avec la dépression, et le droit supérieur abducte l'œil avec l'élévation, ce qui donne cette sorte de schéma en V. Dans certains cas, les muscles extraoculaires, en particulier le grand oblique, peuvent même sembler absents ou petits sur l'imagerie ou remplacés par du tissu conjonctif. Avec l'imagerie moderne, vous verrez presque toujours les muscles parce qu'ils ont une résolution beaucoup plus élevée, mais ils ne sont pas toujours constitués de tissu musculaire typique. Comment traiter le strabisme en V dans cette population? Tout d'abord, il faut examiner la gravité du syndrome. Existe-t-il des anomalies osseuses et musculaires extraoculaires? Il faut examiner la gravité du schéma en V. Où le schéma est-il le plus sévère? Où le schéma est-il le plus sévère? Y a-t-il fusion? Il faut réfléchir au moment de la chirurgie crânio-faciale, et vous devez réfléchir à l'impact potentiel de la chirurgie crânio-faciale sur l'alignement de l'enfant. Nous avons ici le cas d'un enfant présentant une synostose coronale unilatérale avec fusion. Vous pouvez voir sur l'imagerie de droite qu'il présentait une déformation en arlequin, et à l'âge de 2 ans et demi, il présentait une suraction de 3+ du petit oblique et une sous-action de 3- du grand oblique de l'œil droit, ce qui a provoqué cette inclinaison de la tête pour la fusion. L'inclinaison de la tête était importante. Elle était de 30 degrés par rapport à l'épaule gauche. Il a subi une myectomie du petit oblique de ce côté, suivie 6 mois plus tard d'un repli de 6 mm du grand oblique. Comme vous pouvez le voir, il a obtenu d'excellents résultats avec la résolution de son oculotorticolise de 30 degrés et la restauration de 50 secondes d'arc de stéréo. Beaucoup de ces patients peuvent être traités avec succès, et s'ils fusionnent, je recommande de les traiter tôt et non tard. Même s'ils subissent plus tard une chirurgie crânienne, j'ai constaté que cela a rarement un impact sur le strabisme qu'ils ont eu au début. Voici un enfant présentant une déformation osseuse asymétrique, une synostose unicoronale avec une plus grande rotation axillaire des muscles extraoculaires. Vous pouvez voir sur cette image, le côté droit de la diapositive, il y a plus de torsion. L'œil droit, moins à gauche, une inclinaison modérée de l'orbite et une rotation axillaire des muscles, une inclinaison de la tête d'environ 25 degrés, mais dans le cas de cet enfant, une hypertropie droite presque concomitante. Il a donc procédé à un repli du grand oblique et à une récession du droit supérieur ipsilatéral, car cette hypertropie était assez importante et concomitante. Nous avons constaté une normalisation, une réduction et pas une élimination complète de son torticolis, seulement de 25 à 15 degrés. J'ai donc eu l'impression qu'elle souffrait d'une combinaison de torticolis oculaire et non oculaire. Chez certains de ces patients, l'inclinaison de la tête est si ancienne qu'il est impossible de se débarrasser de tous les torticolis, et j'en vois beaucoup d'entre eux en kinésithérapie après l'opération pour m'assurer que les muscles du cou sont libres. Des exemples plus sévères d'Appert, de Pfeiffer et de Crouzon. Une fois encore, il faut examiner la gravité de l'anomalie ou de l'asymétrie orbitaire, la gravité de la cyclorotation du muscle extraoculaire, la gravité de la dysgénésie musculaire, l'existence ou non d'une fusion, et il faut penser à la chirurgie du grand oblique dans beaucoup de ces cas. Qu'est-ce que la chirurgie du grand oblique? Eh bien, les replis fonctionnent bien. Si l'anatomie reste intacte en réduisant le schéma en V, elle peut également réduire la cyclotorsion et le torticolis en cas de fusion.
S'il n'y a pas de fusion, aucune chirurgie du strabisme ne pourra réduire fonctionnellement une grande partie du torticolis. Il est important de faire des mises en garde. Si le grand oblique est très flasque, vous devez utiliser un pliage supermaximal. Pensez au type d'intervention que vous pourriez effectuer en cas de paralysie congénitale marquée du grand oblique. Il arrive que le développement embryologique du muscle soit défectueux. S'il y a eu désinsertion et réinsertion passive de l'échancrure lors d'un avancement fronto-orbitaire, le grand oblique peut être désagrégé ou repoussé plus en arrière et l'angle au niveau de l'échancrure peut être minime, de sorte que le grand oblique retourne presque directement à l'orbite postérieure, comme un droit supérieur latéralisé, et vous n'aurez pas beaucoup d'impact sur la diminution de la torsion en le serrant parce qu'il n'y a pas cet aspect torsion de la forme triangulée du grand oblique. Voici un cas de réduction du torticolis en présence d'une fusion chez un enfant atteint d'une synostose multisuture. Cet enfant n'avait pas d'échancrure palpable du grand oblique, d'où une laxité extrême de l'oblique. Une myectomie du petit oblique a été réalisée en même temps qu'un très grand repliage du grand oblique d'environ 20 mm. Vous pouvez voir qu'avant l'opération, il avait une très forte inclinaison de la tête vers la droite, d'environ 32 degrés, mais il avait une centaine de secondes d'arc de stéréo, et nous avons pu, dans ce cas, réduire le torticolis de 32 à 15 degrés, ce qui représentait une nette amélioration. Voici un cas de torticolis sévère. Cet enfant est atteint du syndrome de Pfeiffer, avec une posture sévère du menton vers le haut d'environ 48 degrés. Vous remarquerez également la prothèse auditive sur son bandeau. De nombreux enfants atteints du syndrome de Pfeiffer ont des canaux auditifs anormaux et un déficit auditif. Elle présentait une limitation extrême de l'élévation, en particulier de l'abduction. Les images de sa motilité. Les deux du haut montrent sa tentative d'élévation, mais elle ne peut élever aucun œil. Elle peut faire de l'infraduction assez bien. L'imagerie n'a rien révélé de particulier en ce qui concerne les muscles extraoculaires. Vous pouvez voir qu'ils sont placés de façon assez symétrique, et c'est un bon exemple de la façon dont l'imagerie peut montrer ce qui semble être des muscles normaux, mais ils peuvent ne pas être normaux lorsque vous les voyez dans la salle d'opération. Elle présentait une agénésie quasi totale des muscles extraoculaires, déduction de force totalement libre. Le recti inférieur n'était pas serré, pas de restriction d'élévation, pas de grand ou petit oblique palpable. Les droits inférieurs étaient complètement flasques et diaphanes. Ils étaient en retrait maximal. Les droits supérieurs étaient également diaphanes et, au moment de l'opération, je n'ai pas pris la peine d'une résection parce que je ne pensais pas que cela aiderait beaucoup. Rétrospectivement, cela aurait pu être utile. La posture de sa tête, due à ses récessions supermaximales du droit inférieur, a été améliorée, mais elle avait encore une élévation limitée, et peut-être qu'une deuxième procédure de resserrement du droit supérieur serait utile. Mais les parents étaient très satisfaits de son alignement actuel et n'ont pas poursuivi dans cette voie. Merci beaucoup. Je suis heureux d'avoir eu l'occasion de vous présenter quelque chose sur ces formes atypiques et inhabituelles de strabisme. J'espère que cela vous a été utile. Au revoir. Linda, c'était merveilleux. J'ai certainement beaucoup appris. Une partie de mon travail de modérateur consiste à faire des commentaires si quelque chose n'est pas clair et de demander des éclaircissements. Tout était parfaitement clair comme je m'y attendais. Mais j'ai quelques questions sur lesquelles je suis curieux de vos commentaires. À l'époque où je m'entraînais, avant qu'il n'y ait des rallonges du grand oblique et fendre le tendon fendu, etc., le traitement du syndrome de Brown consistait en une ténotomie du grand oblique. Et je crois que c'est dans les années 60 qu'on a observé que beaucoup de ces patients finissaient par souffrir d'une paralysie de l'oblique supérieur. Je crois donc que c'est Jack Crawford qui a popularisé l'idée, et Marshall Parks était également d'accord avec cela, d'affaiblir simultanément le grand et le petit oblique. Affaiblir le petit. Au moment de la ténotomie du grand oblique, cette approche n'est-elle plus nécessaire aujourd'hui avec les procédures pratiquées pour le syndrome de Brown? Avez-vous de l'expérience dans ce domaine? Oui, j'en ai l'expérience. Et je dirais honnêtement qu'il s'agit d'une technique très simple et directe. Une ténotomie complète et une myectomie du muscle petit oblique ou une forme d'affaiblissement significatif du petit oblique est une option raisonnable. Ainsi, pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec la pose d'un espaceur de suture ou craignent de ne pas obtenir une longueur correcte de l'écarteur, je pense qu'il s'agit d'une option tout à fait raisonnable. L'idée derrière l'écarteur de suture était d'éviter la nécessité d'effectuer une chirurgie du petit oblique en même temps et d'avoir une approche plus graduelle.
Je pense que si vous effectuez une ténotomie complète, le risque de paralysie du grand oblique sans procédure d'affaiblissement du petit oblique est probablement de 80 à 90% avec le temps. Vous ne le verrez peut-être pas tout de suite, mais vous le verrez avec le temps lorsque le petit oblique réagira de manière excessive. Nous avons trouvé un taux d'environ 30% avec une ténotomie graduelle, mais un taux de seulement 10% si vous traitez avec une ténotomie graduelle avec une hypotropie de moins de 16 adoptions de prisme avec une déduction dans le regard latéral. Cela peut donc servir de guide pour savoir quand utiliser une ténotomie et quand ne pas le faire. Cela reflète mon expérience. Au départ, une simple ténotomie entraîne presque inévitablement une paralysie du grand oblique. Et pendant longtemps, avant de passer à des procédures plus récentes, la combiner avec un affaiblissement de l'oblique inférieur permettait d'y remédier dans la plupart des cas. L'autre chose sur laquelle je serais curieux que vous vous prononciez, et je suis d'accord, j'ai été heureux que vous disiez que dans les cas avec des boucles sclérales, vous pouvez, même avec un hangback, ou je préfère le terme suspension, avoir le muscle sur la boucle et elle adhérera. Mais l'approche que j'ai adoptée est la suivante. Souvent, lorsqu'on opère un patient qui a déjà eu une boucle sclérale, la gaine fibreuse qui entoure la boucle sclérale reste intacte et le muscle adhère à cette gaine fibreuse. Mais si au cours de la dissection, pour une raison quelconque, je me retrouve à porter le silicone et à ne voir que le silicone nu, j'ai toujours été préoccupé par le fait que le muscle y adhère. Dans ce cas, j'utilise une suture non résorbable ou modifier mes techniques d'une manière ou d'une autre pour que le muscle ne soit pas directement sur le silicone nu. Pensez-vous que le muscle adhère si la silicone est nue ou cette dichotomie n'est-elle pas appropriée? Non, je pense que c'est une excellente idée et il n'y a certainement rien de mal à utiliser une suture permanente comme le Mersling dans de tels cas. En fait, je n'ai pas trouvé que c'était un problème. Je pense que ce qui se passe, c'est que le muscle adhère au globe juste en arrière. La bande est agit presque comme un faden et c'est là que l'adhérence se forme. D'accord. Je pense que c'était superbe. Linda, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de faire ça. J'ai beaucoup appris. Je suis sûr que notre auditoire a beaucoup appris et je dirai à l'auditoire que si vous avez apprécié cette conférence, ce dont je suis sûr, n'hésitez pas à écouter toutes les conférences de cette série. Elles sont toutes à votre disposition. Sur ce, je souhaite à tous une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, selon la partie du monde d'où l'on regarde. Je vous remercie. En vous offrant ce cours vidéo, nous vous remercions à plusieurs reprises. Merci d'avoir visionné le cours vidéo sur le strabisme. Nous espérons que vous l'avez trouvé stimulant et instructif et que vous partagerez ces idées avec d'autres. L'équipe d'Un Monde, une vision remercie chaleureusement les conférenciers qui ont partagé leurs années d'études pour rendre ce cours vidéo utile. Et bien sûr, merci à Bert Kouchner pour sa prise en charge du développement et de la modération. Nous remercions également le conseil d'administration pour ses conseils constants. Nous remercions nos donateurs pour leur soutien financier qui a rendu possible ce cours vidéo. Un énorme merci à l'équipe vidéo de Sweet Sadie pour les efforts extraordinaires qu'elle a déployés pour réaliser ce cours, tant sur le plan visuel qu'auditif, extraordinaire, et pour leurs conseils techniques aux conférenciers. Merci à Rachel, Tim, Eddie et Bill. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que nous faisons, rendez-vous sur notre site web www.oneworldunvision.org. Enfin, si vous avez des commentaires, des pensées ou des idées, vous pouvez m'envoyer un courriel à owov2020@gmail.com. Au revoir.